Chers téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique proposée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Il y a 592 ans, jour pour jour, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen à l'âge de 19 ans. Son épopée, commencée 2 ans auparavant, a changé le cours de la guerre de Cent Ans. Réhabilitée en 1456, béatifiée en 1909, puis canonisée au lendemain de la Première Guerre mondiale et déclarée patronne secondaire de la France, Jeanne d'Arc est devenue une héroïne du roman national. Depuis sa biographie écrite par Jules Michelet en 1853, ce sont des centaines de livres qui lui sont consacrés. Et aujourd'hui, nous recevons l'auteur du dernier en date, Valérie Toureille, dont l'ouvrage nous donne un nouvel éclairage sur Jeanne d'Arc, la replaçant dans son contexte, dans son milieu familial, écartant les légendes et grâce à de nouvelles sources, faisant parler de nouveaux témoins détaillant l'extraordinaire parcours de la pucelle d'Orléans. Il ne s'agit pas ici de refaire le détail chronologique de l'aventure de Jeanne, de sa mission, mais de comprendre qui elle était. Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire, vous enseignez à l'université de Cergy Paris, vous êtes médiéviste et plutôt spécialisé dans la guerre et la violence au Moyen-Âge. Et donc, je le disais, le dernier livre que vous avez publié en 2020 aux éditions Perrin est consacré à Jeanne d'Arc. Alors, je m'étais promis de ne pas vous poser la question, mais lors de la préparation de cet entretien, vous m'avez dit que c'était finalement une bonne question. Alors, je vous la pose. Pourquoi un nouveau livre sur Jeanne d'Arc ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur Jeanne d'Arc, mais des livres d'histoire et de médiévistes consacrés à l'histoire de ce personnage, il n'y en a pas autant qu'on pourrait l'imaginer. En fait, j'ai répondu à une commande éditoriale, ayant travaillé sur la Lorraine, ayant travaillé sur la guerre. Eh bien, au fond, il y avait peut-être une nouvelle voie à tracer pour éclairer cette héroïne. C'est ainsi que je me suis replongée dans une histoire que je connais bien, mais avec un éclairage très différent, et puis surtout en prenant à bras-le-corps le corpus extraordinairement riche qui éclaire le parcours de Jeanne d'Arc. Je crois que vous avez travaillé sur des archives qui jusque-là étaient peu ou voire pas exploitées. Alors effectivement, on a longtemps laissé de côté le procès dit en nullité, ou dit aussi en réhabilitation. En fait, le terme le plus juste, c'est le procès en nullité. Ce procès, il est riche de très nombreux témoignages, de centaines de témoignages. Et au fond, parce qu'on le qualifiait d'un procès politique, instrumentalisé, les historiens l'ont un peu laissé de côté. Ce qui est dommage, parce qu'au fond, il y a des grands, des princes, qui ont témoigné pour Jeanne, d'autres qui sont morts avant d'avoir pu le faire, mais aussi beaucoup de gens du peuple. Et c'est sans doute auprès de ces gens-là qu'on peut percevoir une autre figure de Jeanne, qu'on connaît moins bien. Et puis des gens de guerre qui sont moins prestigieux que Dunois ou Jean d'Alençon, mais qui, au fond, eux aussi ont contribué à apporter leur pierre à l'édifice, à apporter donc de nouveaux témoignages sur Jeanne d'Arc. Il y a aussi, j'ai trouvé une pièce totalement inédite qui était passée inaperçue parce qu'on n'avait pas identifié le personnage en question. Cet homme, c'est Jean de Vouton. C'est un des oncles maternels de Jeanne d'Arc, que j'ai rencontré en fait en travaillant sur la Lorraine à partir d'un grand seigneur de guerre qui combat pour ses propres intérêts, mais aussi ceux du roi. Robert de Sarrebruck, pour ne pas le nommer. Et plusieurs de ces hommes de guerre, en fait, sont tombés sur ce pauvre oncle, sur ce pauvre Jean de Vouton, et a fini par en tuer l'un d'eux. Donc c'est une pièce judiciaire qui méritait d'être exhumée des tiroirs poussiéreux de l'histoire. Et bon, on y reviendra peut-être. Évoque aussi la famille de Jeanne. Justement, avec l'étude de ces archives, vous replacez bien Jeanne d'Arc d'abord dans son époque. Vous employez le terme des héritiers d'Azincourt, on va dire la génération Azincourt, et vous la replacez dans sa famille. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette génération Azincourt ? Azincourt, c'est 1415. Donc cette effroyable défaite, la plus lourde qu'ait pu essuyer la chevalerie française. Pourquoi est-ce que cette défaite a eu un retentissement aussi long ? Bien parce qu'en fait, on a rebattu d'abord les cartes du jeu politique. Le roi était déjà très démobilisé, si je puis dire, par la maladie. Mais quoi qu'il en soit, la bataille n'a pas entraîné que la perte des hommes de guerre
et l'a aussi entraîné la disparition d'un certain nombre de cadres de l'administration, je pense aux baillis qui combattent aussi sur les champs de bataille. Cette défaite, parce qu'elle a été une ponction démographique importante dans la noblesse, 6 000 hommes, dit-on. Malheureusement, on ne peut pas vérifier, mais c'est une estimation qui semble probable. A permis aussi, ou a fait monter de nouveaux combattants des marches du Sud, les Gascons, qui sont venus combattre dans le sillage de la famille d'Armagnac. Ça contribue aussi à porter cette espèce de volonté de revanche. Alors évidemment, Azincourt aussi devait être une revanche sur Crécy, sur Poitiers. Mais la saignée fut telle qu'on voit bien que de nouvelles générations, je pense à Jean d'Alençon, dont le père est mort sur le champ de bataille, ce sont des hommes qui ont cette volonté de reprendre pied dans leur royaume, dans leurs terres aussi, qui pour partie leur sont confisquées. On y reviendra un peu plus tard peut-être, de se battre contre les Anglais et d'enfin obtenir cette fameuse revanche. Bien. Et donc, toujours avec ces archives de Lorraine, la famille donc, de Jeanne, c'est pas vraiment la petite bergère qui court pieds nus dans les champs. Non. Elle vient d'une famille plutôt aisée. Elle vient en fait d'une famille qu'on dit de laboureurs au Moyen-Âge, donc ce sont des paysans qui ont quelques moyens, et dont le père, puisque je l'ai rencontré justement en travaillant sur ces archives de Lorraine, est l'un des notables du village. Lorsque le village est menacé, il le sera à plusieurs reprises, Jacques d'Arc fait partie de cette délégation qui va précisément demander la protection militaire du seigneur le plus puissant de la région, Robert de Saint-Brieuc. Une protection qui se paye cher, que les villageois auront du mal d'ailleurs à payer, outre le conflit judiciaire qui va s'en suivre. Mais ce qui explique aussi que la région est très menacée, mais que l'on ne peut trouver de soutien, non pas auprès du roi ou de ses représentants, mais de celui qui est le plus fort dans la région. C'est aussi très intéressant de ce point de vue. Quel est le statut de la Lorraine véritablement à l'époque? Elle est intégrée au royaume de France, parce que lorsqu'on lit le procès, on dit à Jeanne, lorsque vous êtes venue en France. C'est elle qui le dit. C'est elle? C'est elle qui le dit. Alors c'est extrêmement compliqué, pour faire référence à un professeur spécialiste de la Lorraine, malheureusement disparu, Michel Paris, disait c'est impossible, géographie de la Lorraine. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un territoire d'enclaves multiples. Oui. Pour faire simple, il y a ce qu'on appelle le barrois mouvant, qui relève normalement de la suzeraineté du roi de France, le barrois non mouvant, qui relève du duc de Bar, qui penche plutôt du côté des terres d'Empire. Et puis il y a l'enclave de Vaucouleurs, qui n'est pas simplement une ville forte, comme on a tendance à le dire, mais tout un territoire qui englobe pour partie dans sa juridiction Domrémy. Mais en partie seulement. Une partie de Domrémy. En partie seulement. C'est extrêmement compliqué. Oui, le village lui-même est partagé, mais on a l'habitude au Moyen-Âge de ces découpages politiques et juridiques des territoires, mais ce qui en rend la lecture un peu compliquée. Bref, lorsque Jeanne dit qu'elle va en France, elle traverse la Champagne, elle va rejoindre effectivement les terres du roi, mais au fond, elle relève aussi de l'autorité de Vaucouleurs. Donc cette petite, elle est bergère peut-être, mais donc elle participe finalement aux travaux tout simplement de... Oui, comme les jeunes filles de son âge, on les requiert pour les tâches agricoles comme les autres. Bien sûr, mais elle a quand même une certaine éducation ? Elle a quand même une certaine éducation et c'est un point très important sur lequel il faut insister. Au Moyen-Âge, les petites filles, si les parents y consentent bien sûr, elles peuvent aller à l'école. Il y a des petites écoles, il y en a une à Greux qui est tout près de Domrémy. Donc il n'y a pas de ségrégation sociale, on peut aller dans une petite école si évidemment vos parents ont quand même quelques moyens pour qu'ils ne vous sollicitent pas pour les travaux des champs et ce genre de choses. Enfin, on ne va pas non plus à l'école de manière continue au Moyen-Âge et certainement pas dans les périodes agricoles les plus intenses. Bref, donc Jeanne a pu aller à l'école et je pense qu'elle est allée à l'école. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Alors, son intérêt pour l'écrit. Très tôt, elle va écrire des lettres. Alors au Moyen-Âge, on fait écrire des lettres. Mais quelqu'un qui serait totalement analphabète ne s'intéresserait pas, me semble-t-il, à ces questions. La guerre exige aussi des formes écrites. Ce sont les défis, ce sont les sommations. Alors,
Sans doute lui a-t-on dit qu'il fallait faire ainsi, mais quoi qu'il en soit, elle s'y plie avec d'autant plus de volonté qu'elle va démultiplier cette correspondance quand même. Donc elle ne fait pas qu'envoyer des défis aux Anglais, elle écrit aux grands, on la sollicite aussi, elle répond, et elle signe. Alors il y a eu de nombreux débats sur sa signature. Moi je trouve que sa main est ferme, et quand on superpose les lettres où il reste encore sa signature, c'est la même signature. Autographe, il y a, comment dirais-je, une sorte de régularité du geste qui prouve que ça n'est pas une main malhabile qu'on a tenue pour signer. Oui, d'accord. Et puis il y a d'autres éléments qui prouvent que elle sait lire au moment où elle est enfermée à Rouen. Elle demande à lire justement une des pièces du procès qu'on lui fait au même moment. Enfin, tous ces éléments concourt, me semble-t-il, à dire que Jeanne n'est pas analphabète. Elle est peut-être illettrée, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le latin, mais elle sait lire et elle sait signer. Il y a cette expression qu'on reprend toujours lorsqu'elle est interrogée, donc à Poitiers, « je ne sais ni A ni B ». Oui, mais on l'interroge, c'est un parterre de prélats qui l'interroge sur des questions de théologie, et en théologie, et c'est sûr... Jeanne fait preuve d'humilité, comme tout un chacun, quand on vient dans son extraction. Alors justement, à propos de théologie, l'importance de la foi chez Jeanne, est-ce qu'on peut dire que c'est une exaltée, que c'est une mystique, ou alors elle est simplement une pieuse, une croyante de son temps? Ça n'est pas une exaltée, ça n'est pas proprement dit non plus une mystique. Mais c'est une femme profondément pieuse et elle en donne des témoignages, ou plutôt ce sont les gens de son village qui révèlent cette profonde piété. Les jeunes gens disent « Elle ne venait pas très souvent jouer avec nous, préférant se rendre à l'église pour prier, elle y allait même plusieurs fois par jour. » Donc cette piété profonde, on la mesure très bien dès l'enfance de Jeanne. Mais les voix qu'elle entend, ses conseils, comme elle dit, il y a quand même un côté un peu mystique, non? C'est vrai que vous n'abordez pas le sujet spirituel. J'essaie d'aborder le personnage sur le plan le plus historique possible, sans évacuer non plus la dimension sacrée, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai que je n'y consacre pas des pages particulières. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, lorsqu'on est profondément pieux, on peut se sentir, comment dirais-je, inspiré, et que la foi peut se manifester de différentes manières, par des signes, par des voix, par des rêves. Et donc, Jeanne est inspirée dans un moment extrêmement difficile. Le village a déjà été attaqué à plusieurs reprises. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de montrer dans le livre. Jeanne, c'est une enfant de la guerre. C'est une enfant qui vit dans un contexte extrêmement tendu, violent. Et au fond, sa foi, elle va la trouver dans le combat armé, placée sous la protection divine. Plus que placée sous la protection divine. Là aussi, inspirée par donc on peut dire que c'est la foi qui lui donne sa force. Tout à fait. Principalement. Tout à fait. Alors, maintenant, est-ce qu'on arrive à... Donc elle le rencontre, Robert de Sarrebruck, ou... Je ne pense pas, c'est son père. Son père. En revanche, elle va rencontrer Robert de Baudricourt. Alors, elle rencontre Robert de Baudricourt, qui est un frère d'armes de Robert de Sarrebruck. Ils combattent ensemble. Ils sont dans le même camp politique. Mais on voit bien, peut-être est-ce lié à la proximité de la famille de cette jeune femme, qu'au fond, ils ne sont pas fascinés. Je ne sais pas. Il y a des clés qui sont... j'ose pas dire définitivement perdu, mais en tout cas auquel on n'accédera peut-être pas facilement. Non, Baudricourt n'est pas fasciné par Jeanne d'Arc, pas plus que Robert de Sarrebruck. Il n'est pas fasciné, mais il va quand même l'aider. Effectivement, Robert... Est-ce que c'est une façon finalement de botter en touche, de s'en débarrasser, non? Non, en fait, ce que j'ai montré aussi, parce qu'on n'y avait pas accordé peut-être d'importance, c'est qu'il y a dans l'entourage donc de Robert de Sarrebruck un messager qui se charge de faire le lien entre Vaucouleurs et Chinon ou Poitiers. En tout cas, là où réside le dauphin, on sait que celui-ci entretient une correspondance avec tous ses officiers. Donc, la rumeur qui très vite accompagne Jeanne,
une rumeur positive, la popularité qui croît autour de Jeanne, incite sans doute Baudricourt à envoyer donc un message au dauphin pour l'interroger sur l'intérêt peut-être d'une rencontre, puisque c'est ce que veut Jeanne, alors que Baudricourt l'a renvoyé presque manu militari dans sa famille. Mais au bout d'un moment, est-ce que vous avez réussi à comprendre comment cette société guerrière, fait d'hommes plutôt durs, arrive-t-il à faire confiance à Jeanne ? Il décèle en elle un petit quelque chose en disant « Tiens, ça pourrait nous servir ?» C'est l'aspect le plus mystérieux de l'épopée de Jeanne. L'un des aspects les plus mystérieux. Pour reprendre l'exemple de Baudricourt, qui est le point initial de l'épopée, au fond, on comprend bien qu'il lui donne cet accès au dauphin parce qu'il a reçu un ordre. Donc c'est un choix politique, après tout. Il reçoit l'ordre du dauphin, enfin, il va faire venir parce qu'on commence à parler de Jeanne. On commence à parler de Jeanne et qu'il serait peut-être utile de la rencontrer. On a parlé aussi dans l'entourage du dauphin de Yolande d'Aragon, qui est une fine politique, une fine stratège, qui se dit que pourquoi pas, il faudrait sans doute rencontrer cette jeune femme. Après, elle va croiser de grands capitaines de guerre au cours de son périple. C'est vrai que lorsqu'elle rencontre Jean d'Alençon, on a l'impression... Là encore, je parle d'impression parce que nous n'avons pas de preuves, si ce n'est le témoignage d'Alençon lui-même qui traduit son affection pour Jeanne. Elle est réelle. Une fascination, peut-être pour la mission, la force qui se dégage de Jeanne. On aurait tendance à dire une espèce d'auréole qui l'entoure déjà et qui la rend fascinante. Même lorsque l'on reprend le témoignage de Jean Donlon, qui dit, bon, au fond, nous étions des hommes de guerre, mais nous respections Jeanne, comme s'il se dégageait une force quelque chose de cette jeune donc femme. On peut dire quand même que ces hommes de guerre, parce que il faut replacer dans l'époque, sont sensibles aussi au message divin, certainement. Ils sont sensibles au message divin, ils sont sensibles au merveilleux, comme tous les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Mais ils y voient quand même une occasion politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que Jeanne était, à cette époque, est-ce qu'il la voit comme une égérie, porte-drapeau, une pastonaria, une prophétesse ? C'est pas la première, en plus, femme qui se manifeste, je crois, sur le terrain. Il y a une vague de prophétisme féminin anti-anglais à l'époque. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'il faut distinguer le roi de ses capitaines. Oui. Je parle des capitaines, ça m'intéresse, c'est l'armée, vraiment. Pour ce qui est des capitaines, je pense qu'elle leur apporte cette légitimité portée justement par le message divin. C'est qu'au Moyen-Âge, celui qui est dans son bon droit est celui que Dieu a désigné et que Dieu a choisi. Au fond, elle est cette part de légitimité divine qui leur donne ce surcroît d'assurance, de confiance. Et dans le combat, c'est le cas à Orléans, mais pas seulement, c'est elle qui va, au fond, les ramener à chaque fois à l'assaut et leur redonner courage. Meneuse d'hommes. Je n'irai pas jusque-là. Parce que j'imagine sur un champ de bataille, il fallait des grosses voix aussi pour se faire entendre, où le commandement se donnait la voix à l'époque. C'est vrai, mais on utilise aussi beaucoup les bannières et les étendards. C'est comme ça qu'on guide matériellement. Elle a aussi son étendard. Oui. Elle a aussi son étendard. Elle préfère à son épée. Voilà, et c'est avec l'étendard qu'elle ramène ces hommes donc, à la bataille. Cet étendard qui se distingue par ses couleurs, justement, dans le champ de bataille. Donc, ils la suivent, c'est étonnant, mais sans doute par cette adhésion religieuse qu'elle porte. Et d'ailleurs, comment se passe son intégration, si je puis dire, dans l'armée ? J'ai lu que dans certains textes disent qu'elle est experte dans les choses de la guerre. Alors, est-ce qu'elle a vraiment un talent militaire ? Elle a, si je puis dire, l'instinct, le nez pour la tactique ? Bon, il faut rester un peu modéré dans les propos. Quoi qu'il en soit, son intégration ne s'est pas faite non plus de soi. Lorsqu'elle arrive à Orléans, elle évite les lignes anglaises. C'est vrai que c'est un convoi de vivres, donc on en a déjà perdu un.
à Rouvray-Saint-Denis. Donc là, il faut faire attention à ce que les vivres et les munitions parviennent à bon port. Mais on la tient écartée de l'état-major et des décisions qui se prennent. Donc on la voit se rebeller. Alors on pourra dire, c'est un discours construit qui montre la volonté de Jeanne, plus forte que celle des grands capitaines. Mais on a quand même le sentiment qu'elle a gagné cette confiance, cette reconnaissance au fil des jours auprès de ces hommes de guerre. Donc elle assiste aux réunions d'état-major, on peut dire. Elle s'y impose, et en tout cas elle prend des initiatives. Et La Hire la suit. Là aussi, on se demande pourquoi. S'il y a bien un homme peu versé dans les choses de la religion, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est bien La Hire. Mais pour autant, elle doit apprendre. On raconte que Jean d'Alençon la forme aussi à monter à cheval, à tenir la lance, même si elle ne combattra jamais à la lance. Elle apprend très vite. Lors du siège de Troyes, qui n'est pas vraiment un siège, mais en tout cas des préparatifs de siège, on raconte qu'elle donne des ordres sur la manière de prendre position, d'installer des dispositifs. Donc, ça n'est pas une stratège, mais qui est un grand stratège à ce moment-là? On a beaucoup critiqué quand même, parfois les choix militaires des capitaines en question. Mais Jeanne, en tout cas, prend sa place, tient sa place. Et elle fait vraiment preuve d'un vrai courage physique. On la voit au cœur de la bataille, elle est en retrait. Elle a été blessée à Orléans, elle revient. Elle sera blessée à Paris, elle a été blessée à Jargeau. Donc je pense que ça aussi, ça a dû marquer ces hommes de guerre et leur inspirer ce respect qu'ils ont pour elle. Donc en revanche, elle ne combat pas l'épée à la main sur son cheval. Et comment se passe également, sait-on, comment se passe cette promiscuité avec ces hommes au camp? Ça n'a pas dû être facile non plus tous les jours. J'imagine qu'elle ne restait pas en armure toute la journée et toute la nuit. Lorsqu'elle chevauche jusqu'à Chinon, on a des témoignages qui disent qu'elle garde son armure. Enfin, c'est pas l'armure de plate, en tout cas, peut-être sa cotte de maille. Donc, non, elle ne s'est pas dévêtue dans un premier temps parce qu'elle se méfie des hommes de guerre, comme toute femme de ce temps. Son père qui lui dit « Mais que vas-tu suivre les soldats ?» Donc, il y a évidemment un grand péril pour une femme à côtoyer ces hommes-là. Mais il la respecte. Lorsqu'elle s'arrête, par contre, dans des villes, qu'elle est accueillie dans des maisons, elle dort avec les femmes. Certaines ont témoigné de cela. Elle le dira d'ailleurs. Je préfère dormir avec les jeunes filles qu'avec les vieilles femmes. Donc il y a la vie au camp et il y a la vie... Non, mais il y a quelques témoignages aussi de soldats qui disent qu'ils l'aperçoivent... Jean Dolon, qui évidemment... je dis évidemment non. Jean Dolon évoque son physique en disant qu'elle a des jolis seins, qu'il a vu ses jambes nues. Donc effectivement, lorsqu'il faut revêtir l'armure et qu'on se change dans les camps, les hommes ont dû... À propos de physique, on a une représentation, parce que à la couverture de votre livre, on a un tableau, il y a 1000 représentations de Jeanne d'Arc qui se ressemblent toutes plus ou moins, mais est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'il y a une description physique Non, pas complète en tout cas. Malheureusement, non. On a un petit dessin qui a été fait en marge d'un registre au Parlement de Paris. C'est un dessin à la plume très stéréotypé, mais non, on ne peut pas distinguer à proprement dit des traits. On sait qu'elle est plutôt châtain. Comme une fille de la campagne, elle doit être assez robuste. Une grande et costaude. Voilà. Donc, après, il y a quelques éléments autour de la fabrication de son armure qui pourraient donner des éléments, mais bon, il est difficile quand même d'en savoir plus. Mais on est loin, peut-être qu'on en reparlera, des figures un peu éthérées qu'on voit dans le cinéma. Exactement. Maintenant, quelle est on parlait de ses relations avec les grands capitaines, ses relations avec le dauphin, enfin le roi d'ailleurs, parce qu'il est couronné. Le roi, la relation a l'air assez ambivalente. C'est vrai. La réalité de la rencontre de Chinon, là on est un peu dans le... Oui, là je pense qu'on est dans la légende et dans la construction. On pense même que peut-être y avait-il eu un entretien au préalable avec le dauphin avant cette grande réunion dans la grande salle où elle vient le reconnaître. On peut tout imaginer. Mais au fond, c'est pas très important. J'ai laissé de côté la question de la triple donation. Oui. Mais je ne posais pas de question dessus. Mais
C'est assez compliqué de savoir quel est le fond de la pensée de Charles VII, pour Jeanne d'Arc comme pour le reste d'ailleurs. Si ce n'est que j'y vois au fond une forme d'opportunité politique. Il l'instrumentalise. Il faut bien voir quand même qu'à ce moment-là, la situation du royaume de France est catastrophique parce qu'on évoque la pression des Anglais sur la Loire en 1428. On oublie qu'il y en a une aussi sur Vaucouleurs au même moment. C'est aussi pour ça que Baudricourt a d'autres chats à fouetter que de recevoir cette petite paysanne inspirée. Bon, mais la menace anglaise est si forte que, après tout, pourquoi pas écouter cette jeune femme qui peut-être va redonner un peu de force à ses troupes, un sens à leur combat. Donc là, il fait preuve finalement d'un bon sens politique, même s'il l'instrumentalise. Et alors, en revanche... Il y mettra beaucoup de précautions quand même. Oui. Il ne faut pas oublier qu'elle va être examinée à Poitiers par un certain nombre de prélats qui vont l'interroger. Alors on l'avait déjà un peu examinée à Vaucouleurs, puisqu'on lui envoie un exorciste. Mais lorsqu'elle va être interrogée à Poitiers, malheureusement, cette enquête a disparu. Tous les prélats reconnaissent que la mission de Jeanne est bonne et pure et qu'elle peut poursuivre. Donc Charles a pris ses précautions et on le comprend aisément. Mais alors on a l'impression qu'après l'échec de Paris, leurs chemins se séparent. Déjà avant. Au fond, après le sacre, il ne faut pas oublier non plus qu'au moment du siège d'Orléans, les Bourguignons ont quitté la place. Et que, durant la guerre de 100 ans, très souvent, les opérations diplomatiques suivent les opérations militaires en parallèle. Et Charles est présent sur les champs de bataille, même si ça n'est pas un chef de guerre, il est là. Pour autant, son choix, son inclinaison va plutôt à la politique et à la diplomatie. Lorsque Jeanne veut amener les troupes royales autour de Paris, déjà Charles VII est beaucoup plus réservé, pour des raisons objectives. Prendre Paris, c'est quand même un enjeu d'une autre dimension. Et puis parce qu'il a repris les négociations avec le duc de Bourgogne. Alors les Anglais, enfin pas les Anglais, les Bourguignons capturent Jeanne à Compiègne. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que Charles VII la lâche véritablement parce qu'elle est considérée comme prisonnier de guerre? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après l'échec de Paris, je remonte un tout petit peu en arrière, après l'échec devant Paris, c'est vrai que Charles VII licencie ses armées. Jeanne garde une petite troupe quand même, elle a quelques moyens, elle a des chevaux. On va d'ailleurs l'envoyer guerroyer contre la Charité-sur-Loire. Et c'est vrai qu'on a une période là très flottante où Jeanne ronge un peu son frein, on ne va plus faire appel à ses services. Jean d'Alençon voulait l'emmener avec lui en Normandie pour combattre à nouveau les Anglais, le roi s'y oppose. Et au fond, ce sont les gens de Compiègne qui vont demander l'aide de Jeanne. C'est là où on retrouve toute l'importance de la correspondance que Jeanne a entretenue pendant ces longs mois avec différentes villes du royaume. Cet attachement aussi populaire qu'elle a suscité. Et Jeanne vient pour réconforter et aider les habitants de Compiègne. C'est lors d'une malheureuse sortie qu'elle est capturée. Donc là, évidemment, c'est la fin d'une épopée qui avait déjà changé de tonalité. C'est-à-dire que elle n'avait plus de moyens. Parce que c'est vrai, Charles VII est à nouveau empêtré dans ces questions politiques qui divisent sa cour. D'ailleurs, autour de Charles VII, il n'y a pas que des partisans de Jeanne. Je pense à Regnault de Chartres en particulier, l'évêque de Reims, qui se dit qu'après tout, il faudrait peut-être prendre quelques distances. Et puis l'université de Paris commence à murmurer quand on arrivera au procès. contre Jeanne. Donc après tout, Jeanne est devenue peut-être un peu trop encombrante. Vous avez évoqué tout à l'heure ces grands capitaines, ces seigneurs qui devaient recouvrer des terres, qui cherchaient des terres. Il y a un rapport avec le fait qu'elles soient lâchées au bout d'un moment ou...
Non, je crois que ce sont vraiment des raisons politiques qui font que Charles VII fait ce choix-là. Il y a un autre élément dont on parle peu, c'est que les Anglais vont se plaindre à Charles VII de leur faire la guerre de manière déloyale. Cette femme n'a pas sa place sur les champs de bataille, ça n'est pas bien. C'est contraire aux usages de la guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Mais et puis c'est vrai que Charles VII veut mener la guerre différemment, sans Jeanne. Il veut la mener sans le recours de Jeanne, il veut l'écarter tout simplement. Mais est-ce qu'il écrit, non, il n'explique pas pourquoi. Non. D'accord. Elle lui fait pas d'ombre, en tout cas. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est au roi et à ses capitaines de reprendre en main cette guerre. Et si Jeanne a été utile quelque temps, maintenant il faut que les choses rentrent dans l'ordre et que la guerre suive son cours. Donc à partir du moment où elle est capturée, il ne fait strictement rien pour la racheter. Il laisse les Bourguignons et les Anglais s'en débrouiller. Et personne d'autre n'essaie de la racheter parmi ses amis. Il n'y a pas de tentative. Ah si, La Hire aurait bien voulu tenter de l'arracher des griffes de ces geôliers, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de proposition de rachat, comme n'importe quel homme de guerre pourrait l'espérer. On est dans un temps où les rançons sont extrêmement nombreuses. Donc on capture un capitaine, on capture un homme d'armes, et on exige une rançon. C'est un vrai marché, tout à fait. Sauf que là, elle est dans une sorte de statut un peu ambigu. On la reconnaît comme capitaine. Les Anglais, d'ailleurs, dans un document, la qualifient de prisonnière de guerre. C'est très intéressant. Donc, ils lui reconnaissent ce statut. Mais sauf qu'au fond, il n'a jamais été accrédité, ce statut, puisqu'il n'a pas fonctionné. Et qu'aucune rançon n'a été proposée pour la racheter. Donc elle tombe aux mains des Anglais par l'intermédiaire. Qui pour le coup la rachète, mais pas pour la libérer. Voilà, donc c'est l'évêque Pierre Cochon, bien connu. Mais alors qui est réellement la manœuvre derrière son procès et ensuite son exécution? Ce sont les Anglais, ce sont les Bourguignons. Elle fait peur à qui? Elle fait peur aux Anglais. Réellement? Elle fait peur aux Anglais. J'évoquais tout à l'heure la lettre de Bedford au roi en lui disant que ça n'est pas ainsi que l'on fait la guerre. Et il y a aussi chez les Anglais une forme de superstition qui va pousser d'ailleurs un certain nombre d'entre eux à fuir, à déserter. On a des mandements anglais qui interdisent aux soldats anglais de franchir la Manche. Oui. C'est comment dirais-je? C'est une situation un peu ambivalente. Ils l'injurient, ils la méprisent et ils la craignent en même temps. Et quand ils disent que c'est une sorcière, il y a cette peur, effectivement, de la voir paraître et de leur jeter un mauvais sort et donc de les éculer à la défaite. C'est effectivement un élément très important chez les Anglais. Ils veulent la perte de Jeanne. Cochon serait prêt à l'enfermer. Les Anglais veulent vraiment s'en débarrasser. Parce qu'en plus, ils se sont rendus compte que ça galvanise les troupes, donc ça représente aussi un autre danger. Oui, mais parce que je pense eux aussi partagent... Ils sont sensibles au merveilleux, mais... Mais oui, mais d'une autre manière, en se disant, elle apporte au fond la main de Dieu du côté des Français, et donc il faut à toute force écarter et éliminer cette femme. Alors, quelle est son attitude pendant son procès? Est-ce que ce procès donne encore un éclairage sur la personnalité de Jeanne d'Arc? Oui, son procès a été bien étudié, son procès en condamnation a été bien étudié, et il révèle dans ces nombreuses pages la force, le courage de Jeanne. C'est une autre forme de courage, cette fois, qui s'exprime et qui force encore notre admiration. Quand on lit les pages du procès en condamnation, c'est flagrant. Donc oui, ça a été de longs mois de tourments pour cette jeune femme. Elle essaie de s'évader, je crois. Avant d'arriver à Rouen, oui, elle va essayer de fuir. Elle va sauter aussi d'une tour, puisqu'elle sait qu'elle va être rendue aux Anglais et elle ne craint rien de pire que cela. Donc c'est vrai que Jeanne craint ce moment. Lorsqu'elle est enfermée dans la geôle de Rouen, c'est assez terrible, puisqu'elle a des gardiens devant sa porte, mais aussi dans sa porte, qu'elle dort enchaînée. Donc il faut bien avoir à l'esprit dans quelles conditions de détention elle a été tenue.
c'est déjà un supplice avant le supplice, si je puis dire. Mais elle fait preuve donc, de courage, mais également on constate d'un vrai sens de la rhétorique. Elle ne perd pas ses moyens non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est là aussi où on peut dire que Jeanne n'est pas cette jeune femme analphabète qu'on voudrait nous faire croire parfois. Elle est forte aussi, effectivement, dans ses réponses, en disant qu'elle sait qu'elle est une bonne chrétienne et tous ces grands docteurs de la foi ne la font pas faillir. En tout cas, elle reste ferme dans ses positions, elle défend toujours le dauphin, donc elle est admirable dans ses réponses et dans sa défense. Est-ce qu'elle a une chance d'échapper au supplice parce qu'on lui demande d'abjurer, on lui demande de se rhabiller en femme, et finalement, il y a une espèce de magouille, si je puis dire, judiciaire. Il y a plusieurs entorses dans ce procès. Si elle est prisonnière de guerre, elle aurait dû bénéficier de la possibilité d'un rachat par rançon. Si en revanche il s'agit bien d'un procès ecclésiastique, ce qui est le cas, elle aurait dû être enfermée dans une prison d'église et non dans ce château de Rouen comme elle le fut. Donc il y a des choses qui sont effectivement contradictoires. Est-ce qu'elle aurait pu échapper à la mort ? Oui, c'était ce que souhaitait au fond Cochon, c'est-à-dire la prison perpétuelle. Et Jeanne s'est raccrochée à cette dernière solution, cette dernière option. C'est l'abjuration de Saint-Ouen, du cimetière de Saint-Ouen, où on lui montre l'échafaud et où elle signe. On ne sait pas très bien ce qu'elle a signé. Il y a des doutes sur le document, ni sur la manière dont elle l'a signé. Mais quoi qu'il en soit, elle a espéré échapper donc, à cette fin terrible. Et puis on la ramène dans sa geôle. Et il y a ce tour de passe-passe qui est assez cruel, puisqu'en fait, elle accepte de prendre des habits de femme, puisqu'on lui promet la prison. Oui. Et vraisemblablement une agression au sein même de sa cellule, qui la contraignent d'abord à être dévêtue et puis à revêtir des habits d'homme puisqu'elle n'a plus que ça pour s'habiller. Et à partir de ce moment-là, puisque l'on constate qu'elle a renié ce qu'elle avait abjuré, elle devient un relapse, puisqu'elle est retombée dans l'erreur. Et à partir de là, il n'y a plus de rachat possible. Est-ce que l'on sait sa réaction lorsqu'elle apprend sa condamnation à mort sur un supplice qui en plus est assez atroce ? Est-ce qu'elle fait preuve toujours du même courage, même en en montant sur le bûcher ? Est-ce que l'on sait, est-ce qu'on a des sources là-dessus ? On connaît le moment par différents témoins, directs ou indirects, de ce terrible supplice. Elle pleure sur le bûcher et on imagine bien pourquoi. C'est une peine terrible pour une chrétienne que de voir ses cendres éparpillées au vent sans pouvoir être inhumées dans un territoire, dans un sol consacré, dans une terre consacrée. Donc il n'y a pas pire exécution. Elle ne bénéficie... Physiquement non plus. Physiquement non plus. Alors, au Moyen-Âge, lorsqu'on condamne des individus au bûcher, le bourreau... c'est un geste d'humanité un peu terrible que je vais évoquer, mais on peut étrangler la personne pour qu'elle ne subisse pas l'assaut des flammes. En général, ils peuvent être étouffés par le gaz carbonique avant même. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, hein, mais Jeanne ne bénéficiera même pas de cette clémence-là. Voilà, on cite souvent Gilles de Rais, finira sur le bûcher, mais qu'on a quand même tué avant de le livrer aux flammes. Non, Jeanne subira les rigueurs de sa peine jusqu'au bout, et c'est ce qui la rend encore plus, comment dirais-je, courageuse dans cette terrible épreuve. Elle pleure beaucoup, elle appelle Jésus, elle réclame aussi une croix. Hein. Vous savez, c'est même un soldat anglais qui va fabriquer... On lui donne le droit de se confesser et de communier avant Oui, mais c'est tout le paradoxe, là encore, ou des entorses de ce procès, puisque elle est relapse, mais on accepte de la confesser dans sa cellule avant qu'elle ne soit condamnée. Donc il y a des gestes de piété, on raconte qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ont pleuré face au bûcher, que le bourreau lui-même va renoncer plus tard à son office après cette exécution. Alors, parlons maintenant de la notoriété de Jeanne dans le royaume. Vous nous disiez tout à l'heure qu'avant même qu'elle ne rencontre Charles VII,
Elle commence déjà à être un peu connue, donc elle fait parler d'elle. Est-ce qu'on peut même parler de célébrité? Comment ça se passe? Ça va croissant au fur et à mesure de son épopée? Oui, elle est très vite entourée de cette aura. À Vaucouleurs, on sait qu'elle a des partisans et que déjà en Lorraine, le duc de Lorraine veut la voir. Il n'a pas très bien compris quelle était sa mission. Peut-être qu'elle est un peu magicienne et qu'elle va le guérir. Enfin bon. Mais sa notoriété croît très vite. Beaucoup plus dans les gens du peuple que dans les élites. Et c'est cette aura, c'est cette notoriété qui va très vite se répandre dans le royaume. En fait, on imagine mal qu'au Moyen-Âge, les informations circulent vite. Hein. C'est un bouche à oreille. Oui, il y a des marchands sur les routes, sur les fleuves. Ouais. Et d'ailleurs, lorsqu'elle traverse la Loire pour se rendre à Chinon, vraisemblablement, des bateliers vont prévenir les habitants d'Orléans. Elle doit arriver de nuit, justement, pour que son entrée soit discrète, mais rien n'y fait. Les gens d'Orléans l'attendent dans une liesse et une foule extraordinaire. On essaie de la toucher, on raconte même qu'elle ressuscite un enfant, enfin il y a des choses là... Oui, plus tard, effectivement. Oui. Cette ferveur populaire qui entoure Jeanne sera là très vite, très tôt, et ne va jamais se démentir. Effectivement, les femmes veulent la voir, la toucher, lui faire toucher des médailles. Elle n'aime pas tellement cela, d'ailleurs. Mais en parlant des femmes, il faut dire aussi que les femmes de l'aristocratie vont demander à voir Jeanne. Il y a aussi une fascination pour ces grandes dames, pour ces dames de la noblesse, de ce personnage qu'incarne déjà Jeanne. Elle est déjà une figure Et donc, héroïque. Est-ce que son exécution provoque un traumatisme national ou difficile est-ce qu'il y a un chagrin collectif C'est difficile de le mesurer. C'est difficile de le mesurer. Juste après l'exécution, on a effectivement des témoignages de la scène même de gens qui pleurent, mais le retentissement sera sans doute très grand, mais il est difficile de le mesurer, si ce n'est d'attendre le procès en nullité, 1456, pour avoir des gens qui témoignent. Mais ils témoignent de leur affection pour Jeanne. Et c'est pourquoi on ne doit pas douter de ces témoins qui n'ont pas été instrumentalisés politiquement. Mais ils n'évoquent pas la tristesse, ils parlent de leur attachement, de ce lien affectif. Et surtout qu'elle participe vraiment à la naissance du sentiment national, enfin, d'abord une résistance populaire à l'anglais, puis le sentiment national. Jeanne s'incarne dans un moment très particulier de la guerre de Cent Ans, la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, qui, au fond, ne se traduit plus comme un conflit entre deux princes, mais entre deux peuples. Il y a des libelles qui s'échangent des deux côtés de la Manche, où on s'injurie copieusement. Il y a des traités politiques qui vont naître à la suite du traité de Troyes, qui abandonne quand même la couronne de France aux vainqueurs d'Azincourt. Oui, et donc, ce régent, personne n'en veut, parce qu'il est régent, d'abord, Henri V. Bon, il meurt avant Charles VI. Mais quoi qu'il en soit... les effets du traité de Troyes vont aussi avoir une incidence sur le sol français. Des juristes, des penseurs vont s'opposer à cet effet du traité, le dénonçant comme inique et illégal. La souveraineté n'est pas cessible comme un bien privé. Et dans des territoires occupés, parce que même si les Anglais sont légitimement installé en France, cela ne va pas de soi. Henri V doit faire la guerre pour imposer son autorité, demander le serment à tous les sujets du royaume. En Normandie, où ils sont très présents, où ils vont chasser des nobles de leurs terres, où ils vont chasser des petits aussi, de leurs maisons et de leurs ateliers, il y a une résistance spontanée qui va naître à l'occupant anglais, de tous ces hommes, mais de ces femmes aussi, qui vont vivre 10, 20, 30 ans dans les forêts. Cette résistance, une vraie résistance populaire qui n'est guidée et commandée par personne. Elle est évidemment très forte en Normandie. Il y a des soulèvements d'ailleurs. On n'a pas le temps d'en parler. Mais il y a d'autres, comment dirais-je, réseaux de résistance. J'évoquais Vaucouleurs, bon, évidemment, c'est une terre royale, mais à Neufchâteau, qui n'est pas une ville française, il y a des partisans du dauphin. Et Jeanne, elle gravite quand même dans un environnement politique où il y a des gens qui tiennent pour le parti du dauphin. Donc Jeanne s'inscrit aussi dans ce mouvement de résistance populaire de ces petites gens qui prétendent
mais avec force et raison, que les Anglais n'ont pas de légitimité à rester là. En France. Et 600 ans après, avec le recul, des historiens, est-ce qu'on peut dire que vraiment ce fut un personnage clé, providentiel? Est-ce que les choses auraient été très différentes sans Jeanne d'Arc, finalement? L'historien ne peut pas répondre à cette question. On ne va pas faire du chronique. Voilà. Mais oui, elle fut un personnage providentiel. Vous le savez aussi bien que moi, on a souvent fait un parallèle entre Jeanne d'Arc et De Gaulle. Donc il y a comme ça, dans des moments où la France est entrée dans une crise profonde, des hommes, une femme, pour redresser la tête et combattre ce destin funeste. Donc oui, elle a à un moment donné bougé les lignes, et pour autant il faudra encore attendre de nombreuses années avant que le roi recouvre pleinement son territoire. Alors, il nous reste quelques minutes pour une question plus personnelle. Quel est votre rapport à Jeanne d'Arc après l'avoir étudiée? Vous la représentez comment? Vous l'incarnez comment? On a parlé un peu de cinéma, vous avez évoqué le cinéma tout à l'heure. On a, je crois que la première représentation cinématographique date de 1898. On a Ingrid Bergman, on en a d'autres qui sont totalement diaphanes, exaltés, auréolés de blanc. Et puis on a la Jeanne d'Arc cocaïnomane de Luc Besson, ou Sandrine Bonner aussi, je crois, dans le film de Rivette. Vous la représentez comment et quel est votre rapport à Jeanne d'Arc? Il est difficile pour moi de résumer en quelques mots mon rapport à Jeanne d'Arc. Il y a une fascination, une admiration, c'est évident pour le courage de cette femme. Elle est une lumière pour ces moments difficiles où tout le monde doute, hein, et où il y a comme ça des personnalités très fortes qui vont emporter l'enthousiasme des autres. Et pour ce qui est du cinéma, c'est vrai qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de films qui puissent correspondre à l'image que je peux m'en faire, hein, mais c'est une opinion personnelle. Moi, j'aime bien le film de Rivette. Moi, je trouve que Sandrine Bonner a une certaine prestance physique, a une force physique. Elle n'est pas justement une petite brindille perchée sur un destrier. Donc évidemment, on a parlé de Jeanne comme une paysanne, et elle est formée quand même aussi aux travaux un peu rudes. Donc elle devait être assez solide physiquement. Donc non, c'est vrai que c'est difficile de trouver aujourd'hui une représentation juste, parce qu'on n'en a pas non plus. Hein. Alors moi, je travaille à un projet là. Mais oui, je vais vous demander quels étaient les... Mais l'avantage, c'est qu'en travaillant sur l'outil numérique, hein, puisqu'il s'agit en fait d'un documentaire à partir donc d'images numériques, c'est pas vraiment un documentaire, puisqu'au fond, on raconte une histoire, hein, mais sans utiliser des acteurs. Donc ces images numériques nous permettent des précisions qu'on n'a pas forcément ni les moyens, ni les possibilités de réunir derrière une caméra. Quand on regarde les films qui ont été tournés sur Jeanne d'Arc, beaucoup plus d'ailleurs sur le procès que sur le volet militaire, les armures font sourire, ou les armements aussi, Besson et ses machines de guerre. Voilà. Oui. Donc, or aujourd'hui, on a un public, et un public de jeunes gens d'ailleurs, de plus en plus exigeant sur ces questions d'armure, d'armes, de vêtements. Oui, de coller à la... Voilà, donc c'est vrai que cette option de création est intéressante. Tenez-nous au courant, nous en parlerons à nos téléspectateurs. Donc je rappelle, Valérie Toureille, votre Jeanne d'Arc parue chez Perrin en 2020. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.